Bienvenue sur la chaîne du Paris littéraire. Donc c'est au carrefour de l'écriture et de l'édition. Et aujourd'hui on est réunis pour parler d'un sujet très important, c'est l'écriture d'un premier roman. Donc je suis avec Juliette Clavel qui est l'auteur de L'âme de fond, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Nathalie Maranelli, auteur de Parfum d'infantia, qui est paru aux éditions L'Harmattan, et moi-même, donc je suis l'auteur de Un suicide, c'était mon premier roman paru à L'Harmattan. Donc on va aborder le sujet de l'écriture d'un premier roman qui marque le début de l'aventure de l'écriture et du parcours d'auteur. On va donc aborder tous les sujets à partir de l'élan jusqu'à la publication, jusqu'au retour des lecteurs, jusqu'à l'après dans cette expérience. Alors je laisse Julia commencer. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment très intéressant, puis ça m'amène à me poser plein de questions à moi-même. Donc merci encore pour l'opportunité. Donc Julia Clavel, comme tu le disais, donc j'ai publié mon premier roman aux éditions de l'Observatoire le 20 août. Il s'appelle L'âme de fond. J'ai 34 ans, je suis mariée, je vis à Paris. J'ai un autre projet pour une autre forme de bébé en cours. Et puis par ailleurs, j'ai une carrière professionnelle qui a alterné entre le public. J'ai travaillé pendant plusieurs années en cabinet ministériel à l'Élysée, à Matignon. Je le mentionne parce que ça a son rôle dans le choix et l'écriture de ce premier roman. Et puis en parallèle, en alternance dans des grands groupes du secteur privé et aujourd'hui dans un groupe de santé. Merci pour l'invitation. Donc Nathalie Maranelli, auteure de Parfum d'infantia, sortie donc en 2014 aux éditions L'Harmattan. J'ai plutôt un parcours d'expatriée. Voilà, j'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient, Amérique du Sud, Amérique centrale. Voilà, et puis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc moi-même Alessandra Fra, donc j'ai écrit plusieurs romans, dont Un suicide qui était mon premier, et je navigue entre écriture et édition. D'où le Paris littéraire au carrefour de l'écriture et de l'édition. C'est une bonne question, mais je dirais que pour moi, ça n'a jamais été vraiment un débat. Enfin, c'est-à-dire que j'ai toujours été à la fois une énorme lectrice. C'est quand même là que tout a commencé, en tout cas pour moi. Et j'ai toujours lu de la fiction. Alors, on pourrait dire ça pourrait être des nouvelles, mais c'est vrai que j'ai plutôt lu historiquement des romans. Même petite, j'ai une maman qui adore raconter que j'écrivais des petites fables. Quand je regarde avec le recul, me paraissait très original, qui en réalité ressemble quand même étrangement aux fables de La Fontaine, mais c'est pas grave, c'était un tout premier essai. Et puis par ailleurs, ce que moi j'aime dans l'écriture en tant que lectrice, mais du coup c'est aussi ce que j'aime en tant qu'écrivain, oui, j'ai encore un peu de mal à le dire, c'est le fait d'avoir l'opportunité d'expérimenter d'autres vies. C'est-à-dire à travers le roman, se retrouver dans pour le temps de la lecture, les chaussures d'un autre personnage qui va vivre une vie complètement différente. Et c'est cette expérience que moi j'aime dans la littérature et qui pour moi donnait une logique à avoir envie d'écrire moi-même ce format de la fiction et du roman. Intéressant. Alors pour ma part, au début c'était surtout dans mon imaginaire pendant de nombreuses années. Ensuite timidement j'ai pris la plume et j'écrivais donc en cachette. Et j'écrivais en espagnol, je cachais vraiment tout ce que j'écrivais. Et à un moment donné, j'en ai parlé à une personne qui animait des ateliers d'écriture donc à Montpellier, donc Carole Méhanin-Lilin, que je salue, qui est écrivaine. Et c'est Carole qui m'a motivée. Et quand j'ai commencé à prendre la plume, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Et c'était certain que c'était ce mode-là qu'il fallait que je fasse. Voilà. Mais moi-même, ça s'est imposé. C'est exactement la même chose. J'ai tout de suite, je me suis orientée vers le roman parce que ça donne une liberté énorme. Et même par rapport à des événements qu'on a vécus, des expériences, on peut les mettre à distance, les réinventer, les revisiter d'une autre façon. C'est ça que je suis allée chercher, c'est cette liberté-là. Pour être honnête, le passage à l'acte de l'écriture, je ne saurais pas vous répondre, puisque comme ça remonte enfin, autant que ma mémoire me permette de le savoir, ça a toujours été là. En revanche, il y a un vrai passage à l'acte entre le fait d'écrire et puis le fait de le partager. C'est-à-dire que, comme toi, moi j'ai très très longtemps écrit pour moi, et je ne le faisais même pas lire ni à ma famille, ni à mes amis, c'était vraiment un acte très personnel, très intime. Et ce roman, donc L'âme de fond, c'est le premier que je partage, alors maintenant au grand public, entre guillemets, mais enfin même dans un cercle plus intime. Et je me suis beaucoup posé la question, pourquoi celui-là et pas tous les autres qui ne sortiront jamais de mes tiroirs. Et je pense que c'est parce que celui-ci, il m'est venu
avec une fluidité et un élan. C'est-à-dire que dans les précédents romans, comme par ailleurs j'ai une vie professionnelle en parallèle, il y avait souvent des moments où là j'avais un peu de mal, je trouvais pas le moment d'après, là il y avait une difficulté, ça fonctionnait pas, et là du coup ça prenait du temps, j'y revenais. Là en fait il est venu vraiment comme un torrent, pardon, c'est un peu une image, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire du moment où l'idée m'est venue au moment où j'ai eu une première version, alors après il y a beaucoup de travail après la première version, mais il s'est à nouveau, désolé pour la répétition, mais imposé, et ça a été alors déjà un plaisir, parce que quand ça vient comme ça, c'est incroyablement enthousiasmant, et puis parce que je me suis dit, il y a quelque chose de particulier. Si celui-là, il est venu aussi facilement, et qu'en fait, à aucun moment, bien sûr, c'est un exercice difficile, l'écriture, mais à aucun moment ça m'a découragée, ou j'ai eu des moments où je me suis dit, je vois pas la suite de l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. Et donc, s'il faut le tenter avec un, il faut que ce soit avec celui-là. Ouais, tout à fait. Alors, pour ma part, en suivant donc les ateliers de Carole, à chaque atelier, il y avait un thème différent et je revenais toujours sur le même thème. Donc, l'expatriation, cette petite fille qui suivait ses parents dans des pays étrangers. Et voilà, et donc ça s'est imposé. Donc, j'ai trouvé la voie de la petite fille. Et à partir de là, cette petite fille, je lui ai donné toutes les libertés possibles, peut-être toutes les choses qui étaient ancrées en moi que je n'osais pas exprimer d'une certaine façon. Et c'est voilà, donc entre autobiographie et fiction, ça m'a permis d'écrire ce premier roman. Pareil, de façon fluide, un peu naïvement quand je le relis aujourd'hui. Voilà, mais plaisir, ça fait partie, voilà, c'est le premier roman. Mais oui, le premier, c'est vrai qu'il est incarné aussi par nos expériences. Et moi-même, c'est pareil, j'avais envie d'explorer ce personnage de la jeune fille qui découvre le monde avec une grande intensité. Et de la même façon, c'était un peu une fièvre, ça s'est imposé à moi. J'ai écrit la nuit beaucoup et c'était une impulsion finalement. Et à un moment donné, c'est comme une évidence. C'est l'écriture qui s'impose et ça devient un chemin de vie aussi et une façon de dévoiler aussi sa part intime, mais pas forcément à travers la vérité de ce qu'on a vécu, mais à travers son identité et la dévoiler au monde et la raconter. Et donc c'est vraiment pas quelque chose, je pense que c'est pas une décision, c'est vraiment une nature aussi. C'est un exercice que je trouve très difficile. J'espère qu'avec le temps, on y devient meilleur. Mais peut-être si je devais le dire de manière très synthétique, donc L'âme de fond, c'est une dystopie réaliste dans un futur proche qui pose la question de si la santé mentale était aussi fondamentale et pouvait nous mettre autant en risque physiquement qu'une maladie physique classique. Donc il débute sur une date, celle du 21 décembre, où on comprend dès les premières pages qu'il s'est passé, que c'est vraiment un basculement, qu'il s'est passé quelque chose de très fort, mais on ne sait pas complètement quoi. Et de là, on remonte 4 mois en arrière, et on suit 4 personnages, donc c'est une narration un peu chorale, 4 personnages qui sont chacun à un moment un peu charnière de leur vie. Donc, Caroline, qui est une psychologue, qui va être un peu le lion du roman, puisque les 3 autres sont des patients de cette psychologue, qui découvre un peu des morts quelque part un peu inexpliquées dans sa patientèle, et qui va se lancer, pour des raisons que le lecteur découvrira et qui sont aussi inscrits dans ses propres fêlures, dans une forme d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc 3 de ses patients, Adrien, qui est un avocat assez brillant, un peu cynique, très séducteur, mais qui a beaucoup de mal à se lier émotionnellement. Michel, qui est un haut fonctionnaire propulsé un peu par le hasard de la politique, ministre de la Santé, et qui se débat un peu avec les dilemmes du pouvoir. Et puis Sophie, qui est une mère au foyer, transfuge de classe par le mariage et par la volonté, et qui se pose beaucoup de questions sur sa vie et là où elle en est arrivée. On va suivre ces personnages à la fois dans leur vie intime, on va suivre dans un format de narration assez classique, et à la fois dans leur discussion avec Caroline, ce qui permet d'illustrer et puis de faire un peu de ping-pong entre ce qu'ils racontent ou pas à leur psychologue et puis la réalité de ce qu'ils vivent dans une narration comme on peut la trouver plus facilement. Et ce que j'ai essayé de faire, après ce sera à voir si le lecteur partage cette impression, mais en tout cas moi ce que j'aime bien dans ce roman et ce qui m'a plu, c'est la tentation de mêler à la fois la petite histoire, c'est-à-dire celle de chacun des personnages, qui vivent des choses qu'on a tous un peu vécues, le conflit de loyauté, la peur de l'abandon, les questions d'éthique, le rapport au pouvoir, enfin toute quête de sens dans laquelle chacun peut se retrouver. Et puis la grande histoire, celle d'une société qui est quand même
de plus en plus violente, saturée d'injonctions parfois contradictoires, et qui laisse quand même assez peu de place à la vulnérabilité. Alors, dans mon cas, un autre univers. Il y a toujours du psychologique, je pense qu'on en écrit. Alors, une femme brésilienne des quartiers populaires, donc ma mère, d'un milieu donc quand même très restreint, qui ose quitter Porto Alegre, donc qui est une ville qui se trouve au sud du Brésil, pour aller donc à Rio de Janeiro, voilà, en tant qu'artiste peintre. Et donc, elle vendait ses peintures à Copacabana. Et son voisin de palier était mon père, donc un ingénieur français, un Charentais, premier déplacement à l'étranger. Et là, leur histoire débute. Et cette femme donc, qui avait osé, en fait, c'est elle-même qui a osé changer son parcours de vie. Et à partir de là, commence une belle histoire entre eux. Je suis née donc en France. Et à partir de là, à partir de mes 3 mois, notre premier voyage a été fait à Bagdad, avant la première guerre Iran-Irak. Et là commence tout un parcours. De Bagdad, nous sommes passés à Bogota en Colombie, à Santiago du Chili, à Mexico City. Et donc la voix de la petite fille les suit dans tout ce parcours-là. Et elle découvre une mère un peu cocasse, une mère qui aime bien recevoir beaucoup de monde chez elle, et ce père assez discret. Et voilà, et là, une histoire de vie en fait, une histoire de vie toute simple, mais vraiment le regard de la petite fille qui doit changer d'école, qui doit changer de pays, qui doit changer d'odeur, de langue, d'univers, d'amis. Voilà, tout ça, tout simplement. Moi aussi, c'est centré sur la psychologie du personnage, l'introspection, le caractère intime. C'est une jeune fille qui aspire à être auteure et qui fait la connaissance d'un éditeur, et en même temps, elle va s'éprendre de lui, et c'est toute l'intensité de cette jeunesse, enfin c'est quasi à la frontière de l'adolescence, et c'est donc ça que je dépeins, cette force en fait, où cette jeune fille va tout faire pour séduire cet homme, et ses sentiments ne sont pas forcément partagés, elle ne comprend pas forcément son comportement à lui, et c'est toute cette quête, on va la suivre dans cette quête, et c'est ce que j'aime beaucoup explorer aussi, c'est la découverte. Et donc c'est un personnage qui revient après dans mes roman suivant, le personnage de la jeune fille qui est confrontée à un nouvel univers et qui en fait arrive avec sa naïveté, son innocence, et qui est confrontée à parfois des choses violentes et difficiles, et qu'elle ne comprend pas tout de suite parce qu'elle n'a pas forcément l'expérience. Donc le lecteur l'accompagne. Voilà, c'est difficile. C'est... Alors, un peu spontanément et sans y réfléchir, parfois c'est comme ça que ça marche le mieux. Il y a une scène dans le roman, et qu'en plus je peux la dire parce que ça ne, pardonnez-moi l'anglicisme, ça ne spoile pas l'histoire, mais où donc Caroline, il n'y a pas de personnage principal à mon sens dans le roman. Il en reste pas moins que comme elle est le point commun qui lie les autres personnages, elle a un rôle un peu plus central. Elle sort d'un hôpital puisqu'elle consulte à l'hôpital. Et c'est le petit matin, elle a passé une nuit de garde, et elle marche dans Paris, et elle croise un peu la faune un peu étrange du petit matin, donc qui est composée à la fois de noctambules en fin de soirée, et en même temps de gens qui vont au travail très tôt. Enfin, donc c'est un moment un peu entre chien et loup, enfin, moi c'est un moment que j'aime bien. Elle croise donc tous ces gens-là, elle est dans ses pensées, et c'est un moment un peu de bascule dans le roman, puisque elle vient d'avoir des éléments qui vont lui mettre vraiment la puce à l'oreille sur ce qui peut-être ou peut-être ne se passe pas, ça je veux pas révéler, mais en tout cas qui vont vraiment lancer cette enquête. Et en même temps, elle est encore dans un moment complètement de découverte, et se mêle du coup dans cette balade dans Paris. Par ailleurs, j'adore Paris, donc c'est vrai que je me suis aussi offert un peu le plaisir de décrire la ville dans ce moment un peu particulier du petit matin. Elle a à la fois, donc, se mêle son intimité à elle, puisqu'elle est dans ses réflexions, elle marche dans la rue, et puis la grande histoire du roman, puisque c'est le moment où en fait se lance véritablement, en tout cas moi je le perçois comme ça, l'enquête qui ensuite va tenir le compte à rebours jusqu'à la fin du livre. Très bien. Alors pour moi, l'image qui s'est imposée à moi, en fait, c'est la couverture de mon livre. Si je peux me permettre, merci. Voilà, en fait, la photo que vous voyez là, c'était une petite photo en noir et blanc, une toute petite photo. Et j'ai rêvé, juste avant de choisir la couverture, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve apparaissait cette petite photo que j'ai cherchée dans tous les albums photos, que j'ai retrouvée et que j'ai réussi à faire en agrandissement. Donc ça s'est imposé à moi de façon très forte finalement,
à travers ce rêve. Et ça représente bien ma mère, son côté protecteur qu'elle pouvait avoir parfois. Voilà. Merci. Moi aussi, c'est un peu, je vais reprendre aussi la couverture, donc c'est la confrontation entre les deux personnages. Il y a une scène très forte où l'héroïne, elle va confronter ce personnage masculin beaucoup plus âgé qu'elle, qui a beaucoup plus d'expérience, parce qu'elle va absolument le comprendre et elle va lui poser toutes les questions et elle ne va pas accepter un silence de sa part. Et ça va se terminer dans la violence. Et ça, c'est une scène phare qui m'a guidée aussi dans l'écriture du livre. C'était la première scène qui s'était imposée quand j'ai commencé l'écriture. Je pense que c'est vraiment une question qui pourrait se poser pour toute forme d'art, peut-être particulièrement pour le roman, en effet, parce que dans la nature, c'est 100% de la fiction. C'est-à-dire que dans le sens où aucun élément n'est véridique au sens où on l'entend. Bon, évidemment, on s'inspire toujours. La réalité, c'est que, le sujet, donc c'est de la fiction, c'est un roman d'anticipation, y a une part qui est presque un peu, enfin qui est pas à la frontière non pas du réel, on n'est pas du tout sur de la science-fiction, mais qui projette un peu vers l'avenir. Pour autant, le sujet de la santé mentale et du désalignement, de la quête de sens, c'est des sujets qui pour moi ont de l'importance et qui je pense qu'ils sont des sujets très contemporains au sens noble du terme, c'est-à-dire des vrais sujets sociétaux actuels. Donc c'est une part de moi, puisque du coup je choisis un sujet pas au hasard, on choisit, je pense, jamais un sujet au hasard, mais voilà, il y a quand même une pensée, enfin, il y a une consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et puis par ailleurs, je m'en aperçois un peu malgré moi que quand j'ai écrit le livre, donc je me suis inspirée à certains égards de ma vie, c'est-à-dire que, enfin, d'éléments pour donner de la crédibilité. Donc c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure, j'avais été conseillère à l'Élysée et à Matignon, donc forcément quand je décris le ministre, les arcanes du pouvoir, son exercice, je m'inspire non pas de la vie de Julia Clavel, mais de ce que j'ai pu voir dans mes fonctions, et donc pour donner de la crédibilité et du contenu à ces personnages-là. Et puis aussi, et ça, je pense que, enfin, vous me direz si c'est pareil pour vous, mais je m'en suis même pas d'ailleurs rendu compte quand je l'ai écrit, c'est avec le recul, j'ai égrené au fil du roman des petits moments, des petits morceaux, jamais, c'est jamais une personne dans son intégralité que j'ai pris et puis qui est devenu un personnage, mais il y a un peu de cela, il y a un peu de ce personnage, de cette personne qui a été mon chef, de cet événement que j'ai vécu. Alors il n'est pas exactement comme ça, il se passe pas au même endroit, mais enfin c'est la même, et je pense que c'est pas visible à l'œil nu pour le lecteur, mais avec le recul, je pense qu'on peut pas, même quand on est extrêmement imaginatif, on peut pas complètement se défaire de soi-même quand on écrit, et donc on émaille forcément un peu de qui on est, et dans chacun des personnages, il y a une toute petite partie qui est un peu moi. Alors pour ma part, c'est complètement moi. Il y a vraiment toute mon intimité, toute mon enfance jusqu'à l'adolescence. Voilà, je me dévoile énormément. C'était un choix. Bon, ça reste de la fiction sur certains passages, parce que pour enrichir ce livre, il fallait bien quand même qu'il y ait une part de fiction. Mais c'était vraiment le regard de la petite fille il y a aussi, il y a deux choses en parallèle. Il y a vraiment le regard de cette petite fille qui suit ses parents, mais il y a aussi le regard de cette petite fille qui voit son père évoluer dans sa carrière professionnelle. Et il y a l'histoire du téléphone, comment a été en fait, parce que mon père travaillait dans les centraux téléphoniques pour les sociétés Thomson et ensuite Alcatel, et ça a été, ces ingénieurs-là ont été les premiers à mettre des centraux téléphoniques dans des pays après la guerre, comme à Bagdad, à Irak, Iran, etc. Donc c'est l'évolution aussi du téléphone qui est très intéressante. J'ai voulu allier les deux, ce que lui m'avait transmis, ce que lui m'apprenait. Voilà, donc il y a vraiment les deux. Mais c'est vrai que je rentre beaucoup dans leur façon de vivre, leur intimité, voilà, la vie d'expatrié qui est quand même particulière. On avait quand même tendance à rester beaucoup avec des expatriés, mais ma mère, comme était un peu cocasse, parfois, je rentrais chez moi et puis il y avait des gens un peu de tous les milieux. Voilà, donc il fallait que je m'adapte. Elle était brésilienne, donc elle aimait faire beaucoup la fête. Donc il y avait énormément de fêtes, c'était un carnaval au quotidien. Et puis voilà, il y a l'adolescence, nous étions au Mexique, pareil. Toute la partie, je pense qu'en adolescence, on se pose beaucoup de questions. Donc toute cette partie de ma vie qui a été un peu bousculée à l'intérieur de moi, moi aussi je la raconte avec un peu d'humour. Et puis ce livre va en fait jusqu'à la fin de vie de ma maman.
Donc c'est vraiment un film, le lapsus, si quelqu'un veut le faire tourner en film. Donc un livre, voilà, un livre qui raconte beaucoup de choses jusqu'à une fin de vie. Oui, moi-même, c'est très inspiré par ma vie. Voilà, c'est vraiment une identité qui est la mienne. Et le personnage, l'héroïne, a beaucoup de similitudes. Après, ça reste comme pour Nathalie un roman. Donc, je me suis permise des libertés et ça m'a donné aussi plus de recul par rapport à certains comportements de l'héroïne que je juge infantiles ou autres. Donc, c'est vrai que ça met à distance sa propre vie et l'histoire qu'on veut raconter. Mais ce que j'avais voulu explorer vraiment dans ce livre, c'est aussi la quête de l'écriture, l'aventure qui est l'écriture, parce que l'héroïne aspire à écrire, et c'est donc ça, c'est très lié bien sûr à mon expérience personnelle. Me dévoiler, non, puisque comme voilà, c'est quand même, on va dire, à 99% de la fiction, et que les parties qui viennent de moi, je pense qu'elles sont pas visibles à l'œil non averti. Enfin, je pense pour ceux qui me connaissent, ils peuvent retrouver des choses, mais au-delà de ça, c'est vraiment, vraiment de la fiction. Donc, me dévoiler, non, pas trop. M'exposer, oui. C'est-à-dire que j'ai eu dans ma vie, dans ma vie professionnelle, des postes dans lesquels j'étais assez visible, et j'ai un mari qui adore dire, en se moquant un peu de moi, que je me suis fait engueuler par un président de la République et 3 premiers ministres, donc je devrais pas trop être inquiète. Mais en fait, c'est pas du tout. J'ai découvert aussi dans le processus, non pas d'écriture, mais de publication plutôt, à quel point c'était un rapport différent. Enfin, c'est-à-dire que bien sûr, dans mes professionnels, il y a eu des critiques, des moments plus ou moins réussis, des choses qui ont plus ou moins marché, mais je ne l'avais jusque-là jamais pris comme quelque chose de très personnel. Là, je découvre à quel point quand on met un livre dehors, y compris si c'est pas un livre, alors j'imagine pas encore plus quand c'est un livre qui parle de soi, mais même quand c'est pas un livre qui parle de soi, c'est quand même ses tripes. Enfin, je veux dire, un roman, c'est quand même ses tripes. C'est vraiment une espèce de condensé de sa vie intérieure, de son imagination, de son intellect, qu'on a un peu bichonné pendant des temps plus ou moins longs, mais enfin toujours assez longs quand même. Et d'un coup, il est dehors, vous en avez plus du tout la prise, et puis là, d'un coup, tout le monde a le droit de dire « Ah bah c'est bien, ça c'est nul, ça c'est super, ça va pas ». Et ça, moi, pour le coup, je crois que j'avais un peu sous-estimé. Oui. Je croyais avoir la peau un peu... Enfin, je me plains pas, parce que pourtant, ça se passe par ailleurs super. Mais même dans mes proches, quand on commençait à avoir des retours, j'étais... pas tétanisée, le mot est un peu excessif, mais... que ce fruit très consanguin avec moi-même se retrouve dehors, et que chacun ait maintenant le droit d'avoir un avis, une interprétation. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais probablement un peu sous-estimé dans l'exercice. Je comprends. Alors moi, j'ai pas eu peur en fait d'écrire sur moi, sur des parties, la partie de l'adolescence qui est plutôt intime. Mais par contre, j'avais peur de blesser certains membres de ma famille. Donc, ce livre est sorti en 2014, et donc chose que je ne ferai plus du tout aujourd'hui, j'ai demandé un peu l'autorisation sur certains passages où j'avais la sensation d'aller un petit peu loin. Et les personnes en ont profité pour négocier un peu. Donc, je me suis un peu... Et ça, je regrette, même si ça a gardé l'essentiel. Mais je pense que les 2-3 phrases que j'ai supprimées, je ne le referai plus. Parce que justement, je pense que l'écriture, c'est le seul lieu où on a toute la possibilité de tout exprimer. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut... Voilà. Oui, voilà. Exactement. Mais comme je ne voulais surtout pas blesser, c'est des personnes très proches, je leur ai permis en fait de faire ça. Et oui, complètement. Mais bon, voilà. Mais sinon, non, vis-à-vis de moi, non, parce que je me suis ensuite... Peut-être par moment, j'ai eu certains doutes, en plus c'était le premier, mais j'ai eu des retours très intéressants de lectrices qui se sont dit qu'elles s'étaient retrouvées dans mes écrits. Donc je me dis que finalement, ce que j'avais écrit, c'était quand même universel. Et voilà, et qu'on n'a pas tous le même parcours, mais il y a souvent des similitudes de vie. Et, ouais. Oui, moi-même, je pense que j'ai pu avoir une indulgence par rapport à certains comportements qu'a l'héroïne, que moi-même j'ai pu avoir, mais c'est vrai qu'on est jugé à la lecture, et certaines personnes, des années plus tard, même ce roman, ils l'ont lu par exemple, mettons 15 ans après, et j'ai encore des remarques
par rapport à... Il y a une confusion entre moi et l'héroïne parfois, et ils me disent « Ah, qu'est-ce que c'est triste !» Mais en fait, il y a une distance énorme. C'est vrai que certains lecteurs ne la comprennent pas et prennent tous les comportements du personnage comme étant ceux de l'auteur, ce qui n'est pas le cas. Voilà, exactement. Donc ça peut être parfois déstabilisant, mais bon, j'assume pleinement aussi l'écriture. Et l'écriture, ça permet aussi d'en faire un objet et une création. Donc c'est pas purement de la vie, c'est aussi cette création, cette écriture qui vient mettre en évidence certains moments, certaines impressions, certains thèmes qui nous sont chers. Donc c'est important d'assumer pleinement ce qu'on a écrit. Plus que moi, j'en suis intimement persuadée. Enfin, je pense que l'intime, c'est un mythe quand on écrit. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma conception, c'est-à-dire que, sauf parce qu'on écrit ton journal intime, enfin, c'est quand même assez rare, du coup, de pouvoir publier son journal intime. Je pense que, fondamentalement, déjà parce qu'on est tous moins uniques que ce qu'on croit qu'on est, et donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, en quelque sorte, c'est que tu crois écrire ta vie, mais en réalité, si tu l'écris bien, et de manière percutante, s'y retrouvent d'autres gens. Et puis par ailleurs, moi j'ai toujours été assez convaincue qu'on ne passe jamais aussi bien une idée qu'en l'incarnant. Enfin, c'est-à-dire que même quand tu racontes, entre guillemets, l'intime, et on peut mettre plein de choses dans l'intime, mais le fait de l'incarner dans un contexte, dans un personnage, s'il est réussi, c'est toujours pareil, s'il transmet le bon ressenti, mais je vais prendre un exemple qu'il ne faut pas du tout voir comme comparaison, mais on n'a jamais on n'a jamais autant touché et autant compris la condition des mineurs qu'en lisant Germinal. Enfin, moi, je pense que Germinal a fait beaucoup plus pour ces problématiques sociétales et sociales que si on avait lu qu'il y a sûrement 1 milliard de thèses et d'essais, et je dis ça sans aucune, mais c'est un autre débat, qui a été écrit à l'époque et dont on ne se souvient pas aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, quand on pense mineur, et que voilà, on pense forcément à Germinal. Donc, je pense que par nature, à nouveau, sous réserve que ce soit bien fait, etc. L'écriture, même si elle transmet de l'intime, mais l'intime ne veut pas forcément dire l'autobiographique d'ailleurs, hein, l'intime c'est quelque chose de plus large que ça, doit toucher à l'universel, et c'est d'ailleurs ce qui fait ou pas, à mon sens, qu'un livre touche le lecteur ou pas, parce que, en tout cas à titre personnel, je pense que mon expérience à moi, et que celle que je mets dans le roman ou pas, on s'en fiche un peu, l'important c'est est-ce qu'elle fait écho. Et dès lors qu'elle fait écho, elle est plus intime. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi. J'ai un peu déjà répondu à la question. J'ai eu quelques doutes en l'écrivant, mais c'était le premier. Mais ensuite, j'ai ressenti qu'en l'écrivant que c'était juste, que le ton était juste, et que j'étais... oui, que je faisais pas d'erreur, que c'était pas grave d'écrire ça comme ça. Et j'ai eu la belle surprise que les lectrices et lecteurs se sont retrouvés. Donc aucun regret pour ce livret-là, et même pour les prochains si jamais. Ouais, c'est pareil, c'est le rôle qu'a joué pour moi la lecture. Je me suis reconnue tant de fois ça m'a tellement accompagnée durant ma jeunesse dans des difficultés, des problématiques que je pensais propres à moi, et en fait j'ai découvert que c'était ressenti par d'autres. Ça crée immédiatement un lien avec les autres, et c'est pour ça que je pense qu'une histoire intime peut jouer un grand rôle et permettre à des lecteurs de se reconnaître et aussi de surmonter eux-mêmes cette solitude, parce qu'on est souvent seul face à l'intime, aux difficultés de l'intime, même le sujet de la santé mentale, et c'est des thématiques qui méritent vraiment d'être approfondies à travers l'écriture pour permettre au lecteur de trouver sa propre voie aussi, même si dans un livre on raconte une histoire. Et si je peux me permettre, je pense même qu'en écrivant sur l'intime, les personnes qui se lisent et qui se retrouvent peuvent trouver des réponses à leurs questionnements qu'ils n'avaient peut-être pas trouvés seuls, mais en nous lisant, peut-être, oui. Et moi, ça m'aide à conscientiser, enfin, ce que tu décris, moi je le vois 1000 fois. On lit des romans, y compris des grands classiques qui sont d'autres époques, etc. Et puis tel personnage complètement fictif, au demeurant, vit tel événement, ressent tel truc, et d'un coup, tu te dis, ah mais c'est ça. Enfin, oui, ça résonne. Voilà, c'est ça que moi j'ai ressenti. En fait, bah oui. Et en fait, ouais. le moment, bah, déjà, on conscientise quelque chose qu'on n'avait pas. Et puis, je trouve que c'est le meilleur remède contre la solitude, parce que ce que tu ressens, tu sais jamais très bien
où tu n'arrives pas à l'exprimer, il y a Alors, un si c'est normal, blocage, ça va et à travers passer. ces mots, on dit « Ah ben oui, effectivement, c'est exactement Et ce tu que te j'ai dis, vécu, si, ce que je ressens. » j'invente complètement, un personnage d'Albert Camus ressent ça il y a des dizaines d'années, bah, c'est que c'est pas juste moi, et d'un coup, ça dédramatise aussi oui, beaucoup, je trouve. complètement. Par rapport à l'angoisse, c'est peut-être le seul. Qui est naturel, enfin, je pense qu'on a tous ces passages-là. Honnêtement, non. En tout cas, il n'y a pas de scène centrale ou pivot dont après, pour des raisons ou pour d'autres, j'ai retiré. Il y a eu pas mal de travail, si vous me permettez l'expression, d'élagage, parce que j'avais écrit un premier roman fleuve, c'est-à-dire qu'il est déjà quand même relativement intense, mais dans sa version initiale, je pense qu'il faisait peut-être 100 pages de plus. Donc il y a un travail que moi j'avais mené déjà pour essayer de couper un peu avec l'exercice difficile de savoir ce qui mérite d'être coupé et ce qui l'est pas, et ça l'éditeur m'y a aussi beaucoup aidé parce que j'étais consciente qu'il était trop long, mais à un moment on perd son objectivité. Enfin, c'est-à-dire que moi à un moment je savais plus très bien, je me retrouvais à m'auto-corriger moi-même des choses que j'avais déjà corrigées, et en repassant dessus je me disais mais attends, je suis revenue à la case départ de ma propre correction, enfin on s'en sort plus. Donc pas de scène fondamentale, par contre beaucoup de coupes, de transformations et un peu de personnages, pour le coup des personnages qui n'ont pas survécu à l'exercice, parce que donc comme on suit déjà 4 personnages centraux, et puis il y a des personnages secondaires dans la vie de chacun de ces 4 personnages. Et en fait, à la relecture, je me suis aperçue aussi qu'à un moment, c'était un peu foisonnant, et que la diversité des personnages, qui apportait peut-être une richesse, mais elle pouvait aussi perdre un peu le lecteur, et puis parce que même c'est difficile de donner de la profondeur et de la crédibilité à 10 personnages, 15 personnages, donc il y a des personnages qui ont été un peu coupés au montage. Alors ben moi je l'ai dit, oui, j'ai dû enlever 2-3 phrases pour pas heurter certaines personnes de la famille. Mais par contre, sur d'autres passages que j'aimais beaucoup, j'en ai peut-être aussi un peu rajouté pour donner encore plus d'effets, voilà, des passages qui me paraissaient intéressants. Et je trouvais que ça fonctionnait bien comme ça. Peut-être aussi un côté, parce que je l'ai écrit, j'étais beaucoup plus jeune, un côté un petit peu insolent en disant « Ah bon, ben vous allez voir de ce vécu-là, voilà. » Mais sinon, oui, mais bon, sinon à refaire, je n'enlèverai rien. Ne permettrai personne de... Voilà. Ouais, moi-même, je ne me suis pas censurée non plus, sinon ça devient très difficile. Et c'est vrai que souvent les meilleurs passages, c'est ceux où on s'autorise à raconter des choses très dures. Donc, il ne faut pas les enlever, sinon le roman perd de tout son nœud essentiel. Alors là, je pense que je vais plutôt donner la parole à mes voisines, parce que moi, c'est mon premier roman. Donc je trouve que ce serait un peu prématuré de pouvoir dire si je l'ai trouvé ou s'il est encore d'ailleurs évolutif. J'avoue que c'est aussi des questions que je m'étais jamais vraiment posées, puisque comme historiquement, j'ai toujours écrit pour moi. On s'interroge assez peu quand on écrit pour soi sur si on a trouvé, pas trouvé. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose que je faisais parce que ça me faisait du bien. Et parce que j'adore inventer Vraiment, à la base, c'est ça. Moi, j'aime inventer des histoires. Tout à la base, c'est ça. J'aime inventer des histoires, et donc je réfléchissais pas forcément à ce que ça disait ou pas, comment ça s'adressait, si ça avait un style particulier. Genre, il soit bien écrit, mais est-ce que c'était le mien ou pas? Là, c'est le premier, et donc maintenant qu'il est figé de manière un peu définitive, il est une première brique qui, toute ma vie, sera mon premier roman. Par contre, je pense que par ailleurs, vous me direz, mais je pense que le style et la voix, elle est aussi évolutive. C'est-à-dire qu'elle est aussi liée, j'imagine, il y a une base commune, mais à un moment dans la vie, à une époque, à un cycle, et puis à qui on est, au moment où on écrit. Ah oui. Ben moi, je l'avais écrit à la 3e personne pour le premier jet, et ça fonctionnait pas du tout, en fait. C'était décalé, et ensuite, je l'ai écrit à la 1re personne, mais quand j'ai trouvé la voix de la petite fille, l'idée de la voix de la petite fille, là, c'était fluide, et ça collait très bien. Donc, voix de petite fille, adolescente, femme, voilà, quoi, jusqu'à la fin. Donc, voilà, tout simplement. Et le style, oui, le style, il évolue. Ça, c'était le premier. Mon 2e, 3e, et les autres romans n'ont pas du tout le même ton, ils n'ont pas du tout ce style-là. On le voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez jamais eu la curiosité de devoir faire l'exercice, de lire des romans d'auteurs très connus qui ont traversé les âges, et puis d'un coup, vous allez lire le premier,
qui parfois est plus méconnu que les suivants, parce que c'est parfois le 3e ou le 4e qui vraiment fait l'histoire. Et vous dites, c'est marrant parce qu'on dit... Enfin, on ne connaît pas. Ouais, hors contexte, j'aurais pas forcément su que c'était... Et il y a une chose aussi importante, ce que je faisais beaucoup et je continue à faire, c'est de lire à voix haute. Et c'est en lisant à voix haute que je me suis vraiment aperçue, d'imprimer les feuilles et les lire à voix haute, ça change tout en fait. Et ça c'est très intéressant de pouvoir faire ça. Et moi-même, j'ai eu des hésitations, première personne, troisième personne, et c'est vrai qu'il y a des romans pour lesquels j'ai écrit à la troisième personne et ça collait parfaitement au sujet et à ce que je voulais décrire et aussi laisser comme impression au lecteur. Et je pense que chaque roman a son style aussi et c'est pas facile de garder le même et d'ailleurs c'est pas souhaitable, on évolue et soi-même avec l'écriture, avec les essais, avec les retours des lecteurs, avec nos expériences de vie et ça se reflète dans notre écriture forcément. Finir. Pardon. Commencer, comme je disais précédemment, comme celui-là, il m'est venu vraiment très naturellement. Commencer, c'était presque un peu frénétique, c'est-à-dire que j'arrivais pas à lâcher le stylo, j'étais dans des réunions qui duraient des heures et je me disais, mon Dieu, j'aimerais être en train d'écrire. Et même, je n'irais l'avoir dit, alors c'est très bête, je dis ça alors que je le dis dans un enregistrement, ou des dîners où les gens me racontaient plein de choses très sympas, mais moi j'étais là, j'ai une idée, j'aimerais... Bon, la difficulté, c'est que moi je trouve, en tout cas de mon expérience à ce stade, hein, c'est que ce premier jet, il est génial, parce que c'est vraiment de la création à l'état pur. Enfin, on rajoute des trucs, on est hyper libre, on dessine, on colorie, enfin, c'est vraiment super. Puis après arrive le moment où, de tout ce gloubi-boulga, il faut faire un roman cohérent. Puis comme je dis, en plus c'était un peu long, donc à chaque fois qu'il fallait relire, c'était quand même un peu un process. Je travaillais évidemment en parallèle. Et donc, d'un coup, il fallait trouver des plages horaires, parce qu'on ne peut pas relire, on ne peut pas retravailler. Enfin, moi, j'ai la chance de pouvoir écrire, je peux écrire un quart d'heure, c'est pas du tout un problème. Par contre, je trouve que l'exercice de retravail et de peaufiner le livre, de ciseler un peu les personnages d'écriture, ça, il faut être vraiment dedans. Exactement, parce que sinon on sait même plus soi-même très bien pourquoi à la page 167 il dit ça alors qu'à la page 12 il avait dit autre chose. Enfin, d'ailleurs jusqu'à la fin l'éditeur retrouve des petites incohérences du détail, mais enfin quand même elle avait dit ça, puis là elle dit ça marche pas. Bon, et ça c'est des grandes plages horaires qu'il faut et c'est un exercice qui est pour le coup très besogneux. Enfin pardon, mais là on rentre dans vraiment ce qu'est le travail, c'est-à-dire relire, se poser la question, aller chercher, c'est pas le bon terme, alors attends, il faudrait plutôt un synonyme, mais est-ce que c'est le bon synonyme? Enfin, je caricature un peu l'exercice, mais on est à ce moment-là assez loin de la poussée créative qu'on peut imaginer, de mon Dieu, la nuit, et en fait, enfin, en tout cas pour moi, ça a été le plus long, enfin, en plage de temps. La première jet, il m'a pris, on va dire, 5 mois. Après, il m'a fallu plus d'1 an pour transformer le premier jet en un objet que je me sentais de faire lire à d'autres humains, quoi. Oui, voilà, je comprends. Je comprends. Moi, il m'a fallu à peu près 1 an et demi pour l'écrire, et avec beaucoup de réécriture, énormément de réécriture. J'ai pas senti difficulté ni au début, ni au milieu, ni à la fin, parce que j'étais tellement, je pense, comme j'avais beaucoup écrit de façon imaginaire, ensuite en cachette, ensuite j'en parlais très peu aux personnes vraiment très proches, que je voulais être romancière et que je n'osais pas. Là, j'avais l'impression qu'on me donnait l'opportunité en me disant, bon, ben alors, t'en parles tant, vas-y. Et donc là, ok, ben j'y vais à fond. Mais c'est vrai, après, je me dis, j'y suis allée, c'est bon, je l'ai fini, mais je crois que c'est pas encore tout à fait ça. Donc il y a eu plusieurs jets, beaucoup de répétitions aussi. Donc ça, c'est infernal, exactement comme tu me dis, au niveau des répétitions. Et puis aussi, quelque chose que je déteste, en fait, c'est au niveau des mots. Pas que je sois pointilleuse, mais je trouve ça bien parfois de trouver d'autres mots, des synonymes, voilà, pour donner un peu de, que ça sonne juste, un peu comme de couleur. La musique. Enfin... Oui, voilà. Et moi, je mélange plusieurs langues étrangères aussi dans le livre, donc ça me ressemble par rapport à mon parcours. Donc tout ça, fallait que tout ça fonctionne, que ça ne devienne pas non plus ridicule. Voilà. Oui, c'est pareil, il y a une phase de création, bouillonnement, frénésie, où ça avance très vite et puis après la rigueur pour relire, structurer, corriger et c'est la phase la plus fastidieuse et c'est pas forcément vers ça qu'on a envie d'aller, on est beaucoup plus porté dans la première phase, ouais. Mais c'est nécessaire pour aboutir à un livre structuré qu'on a envie de présenter aux éditeurs et sinon c'est vrai que ça reste un peu brouillon au début, en tout cas il y a beaucoup de travail, de réécriture, de façonnage. Et puis même savoir quand s'arrêter. Enfin, moi, heureusement, quelque part, là-dessus, il y a eu un éditeur parce que
c'est un objet, on ne sait jamais quand il est fini. C'est-à-dire que Ça, tu pourrais le retoucher à l'infini. Oui, heureusement qu'arrive la publication. Et qu'à un moment, on te dit, ça suffit. Mais parce que tant que tu es seul avec le manuscrit, tu pourrais modifier à l'infini. Ça, je trouve que la fin est difficile parce qu'en plus, c'est pas un devoir, il n'y a pas 5 heures. Enfin, voilà, bien sûr. C'est pas fini, donc tu pourrais continuer à modifier le truc. Et je pense qu'à un moment, c'est même détrimental au livre parce que t'es plus. Enfin, tu rentres. Moi, je rentrais dans des trucs qui n'avaient plus de sens. Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense que là-dessus, vous répondrez évidemment, mais je pense qu'il y a autant de manières de faire que d'auteurs. Moi, à titre personnel, je suis pas quelqu'un de rituel, déjà dans l'absolu. C'est pas comme ça que je fonctionne en tant que personne. Évidemment, en tant que personne, en tant qu'auteur, il y a quand même des similitudes. On n'est pas à ce point-là schizophrène. Et puis parce que en plus, j'ai une vie professionnelle et qui est assez prenante, donc le rituel s'y incarne assez mal. Par contre, j'ai une passion note d'iPhone. C'est-à-dire que comme voilà, c'est ce que tu décrivais, ce bouillonnement au début, je voulais surtout pas l'empêcher d'émerger. Et donc, à chaque fois que j'avais une idée, je sortais mon iPhone et j'écrivais 4 phrases rédigées. Rédigées à retravailler, bien sûr. Mais, et donc si vous regardez mon iPhone entre 2021 et 2023, il y a à peu près 350 notes d'iPhone. Alors, Adrien, 4 lignes. Et à ce moment-là, 8 lignes. Là-dessus, j'ai une pratique de l'immédiateté. Parce que je pense que parfois, il vient des choses, il faut pas les perdre. Pas de rituel, mais au contraire plutôt beaucoup de place à l'impulsivité. Après, on retrie, on retravaille, tout n'a pas survécu là non plus, mais de prendre sur l'instant, quoi. Oui. Alors moi, beaucoup d'intuition pour l'écrire, pour que les choses viennent quand même naturellement, mais j'ai besoin d'un petit rituel. Donc le matin très tôt, où j'ai pour le moment pas reçu de coup de fil, et puis des petits rituels de mettre une bougie, boire un thé, prendre mon temps, un peu comme une sorte de méditation, mais littéraire. Voilà. Et j'adore ces instants-là. Bon, moi, je suis mère de famille, donc c'est vrai que c'est le moment où mon fils est à l'école. Et donc là, je peux tout me permettre. Et je peux écrire pendant longtemps, pendant 4 heures, non. Mais je peux écrire par contre n'importe où, aussi bien chez moi avec mon petit rituel, mais je peux aussi aller dans un café et le bruit ne me dérange absolument pas. Voilà, mais surtout le matin. Je suis beaucoup plus efficace le matin, sans perturbation, parce que je trouve qu'à un moment de la journée, on est toujours perturbé. Ça marche bien la nuit aussi. Moi aussi. Moi, c'est la nuit. C'est ça. Mais c'est aussi ce moment suspendu où on n'est pas dérangé. Oui. Et je suis beaucoup plus inspirée la nuit, mais un peu je partage avec Julia aussi l'envie de noter. Donc dès qu'une idée, une phrase, des phrases même peuvent me venir au milieu de la journée, et si je les note pas, je les perds et c'est dommage. Et après on se dit, mon Dieu, c'est bien important, ça a résolu mon problème de la page 73. Donc oui, ça je trouve que c'est une très bonne pratique de noter ce qui nous vient à l'esprit comme ça, spontanément. Même si après on se retrouve avec des tonnes de notes et qu'il faut les d'où un an après. Mais peuvent servir pour d'autres romans ou d'autres idées. C'est vrai. Alors, je ne pensais pas du tout à un lecteur précis. Comme j'écris vraiment pour moi, et je pense, et là aussi peut-être que je fais des généralités qui n'ont pas lieu d'être, mais ce sera vos spectateurs qui en jugeront, mais quand on a vraiment envie d'écrire, on caresse toujours un peu l'idée au fond de soi qu'à un moment on va en faire quelque chose. On le reconnaît plus ou moins. Moi, pendant très longtemps, je ne l'ai pas reconnu, non vis-à-vis d'autres, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Je me disais, mais pas du tout, j'écris pour moi, comme d'autres ont d'autres hobbies, mais il y en a qui font du cheval, moi j'écris, c'est mon truc, j'ai besoin de... C'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai parce que ça a quand même duré 20 ans, peut-être 25 ans, j'exagère un peu, mais 23. C'est pas vrai parce qu'au fond, à un moment, quand on aime lire, quand on aime écrire, c'est parce qu'on a envie de partager, c'est ce que tu disais au tout début, une vision du monde, c'est aussi... Écrire, c'est porter aussi sa vision d'un monde, en tout cas. Et donc, non, j'écrivais pour moi au sens où j'avais pas réussi à passer la barrière symbolique de me dire j'écris pour d'autres et donc je me mets dans cet état d'esprit-là. Mais au fond, je pense que ce serait un peu fallacieux de me dire que j'écrivais pour de vrai, pour simplement le plaisir de le faire et puis que je le rangeais après. Mais en tout cas, il n'y avait pas de lecteur
dans mon esprit, puisqu'à ce stade, je ne me le reconnaissais pas moi-même. Oui, je comprends bien. Alors moi, je pense qu'au début, j'écrivais un peu pour moi-même, pour me raconter ma propre histoire. J'avais la sensation de faire un peu ce qu'il ne faut pas faire. On dit quand on écrit un premier livre, faire comme un travail sur soi. C'est ce que j'ai senti au début, mais après, puis au fur et à mesure que ça avançait, comme il y a quand même de la fiction, je souhaitais au fond de moi, tout au fond de moi, d'avoir des lecteurs et lectrices. Et je me imaginais, ou j'imaginais certaines personnes que j'avais pu croiser dans ma vie, lire le livre. Et puis je les voyais dans mon imaginaire sourire, ou sans faire exprès, je mettais un petit clin d'œil, je me dis peut-être lui il se reconnaîtra. Voilà, donc finalement, je pense que au début, je l'ai écrit vraiment pour moi, mais au fur et à mesure de l'histoire, j'avais envie de le crier au monde entier, lisez-le, voilà, vous allez passer un bon moment, vous allez vous retrouver, voilà, il y avait un peu ça. Oui, c'est pareil. J'ai écrit aussi pour moi très longtemps des carnets, des cahiers, donc, mais toujours avec l'envie un jour de partager mon univers, ma vision, et donc toujours dans l'esprit que des lecteurs allaient lire cette intime, cette histoire, et on s'imagine effectivement des gens de son entourage en train de lire. Enfin, moi, ça m'arrive, c'est motivant, effectivement. Et ça, au contraire, incroyablement inquiétant, j'imaginais. Voilà. Oui, une sorte d'adrénaline en disant oh, quand ils vont lire ce passage-là. C'est une bonne question. Du processus d'écriture, honnêtement, pas vraiment, puisque comme ça a toujours été un peu consubstantiel à qui je suis, j'ai pas découvert dans ce process-là, dans ce moment-là, quelque chose de plus de ce que j'avais vécu précédemment. Par contre, dans le processus de partage, c'est ce que je disais, j'avais sous-estimé à quel point on expose une partie de soi qu'on n'a pas l'habitude de révéler, même quand on est visible à d'autres égards ou qu'on a une personnage publique à d'autres égards. C'est ce sentiment quand même de mettre quelque chose d'extrêmement intime dehors aux yeux de tous, ça c'était un peu une surprise. Ben moi, j'ai été surprise par ma détermination parce que je ne pensais pas parfois aller jusqu'au bout. Donc, j'étais surprise de ma capacité finalement, moi qui avais été quand même bloquée pendant plusieurs années, et tout d'un coup d'avoir cette détermination à me dire je vais le finir. Voilà, donc ça c'était une part de ma personnalité que je ne connaissais pas, de pouvoir me concentrer sur un livre, de pouvoir écrire tous les matins. Voilà. Donc ça m'a permis de me dire qu'on y arrive quoi, quand on veut. Oui, c'est vrai. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des moments où ça a l'air très chaotique, brouillon, on est très insatisfait de ce qu'on a écrit. Et il faut persévérer parce que ça s'améliore, ça prend de l'ampleur. Et c'est beaucoup de processus créatifs comme ça, même la peinture que j'ai un peu expérimentée. On se retrouve face à une œuvre en ébauche qui n'est pas du tout ce qu'on voulait atteindre. Et c'est très décourageant, ces phases-là. Et je pense qu'il faut surmonter parce que ça fait partie du processus créatif. C'est ce que j'ai un peu découvert dans l'écriture. Ouais.